Et nous sommes de retour dans ce 18h15 et c'est l'heure du Face à la Rédac. Et ce soir, nous allons parler franc-maçonnerie avec nos deux invités. Tony Maignan, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes franc-maçon du Grand Orient de France. Brigitte Breton, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes franc-maçon du droit humain. Ma première question peut paraître abrupte, mais se pose, est-ce que la franc-maçonnerie, c'est une sorte de secte? Ça vous fait rire? Ah ben, oui, l'un comme l'autre. Oui. C'est... Alors, franc-maçonnerie, disons qu'il est tout à fait, peut-être, on peut même dire qu'il est peut-être un peu plus difficile d'y rentrer que d'en sortir. Si on veut ne plus être franc-maçon, il suffit d'écrire une lettre et dire, ben voilà, je ne veux plus être franc-maçon. On prend en compte une lettre, une simple lettre. Donc, c'est absolument pas une secte. Au contraire, la franc-maçonnerie se bat pour justement l'esprit sectaire et contre tout dogmatisme et tout embrigadement d'esprit quel qu'il soit. On est vraiment pour une ouverture d'une pensée libre pour chacun. Alors la franc-maçonnerie est définie comme une association essentiellement philosophique et philanthropique, mais concrètement, qu'est-ce qu'on y fait finalement? C'est quoi pour vous la franc-maçonnerie? C'est d'abord un travail pour soi, sur soi, et que l'on tente de retranscrire dans la société en affirmant les valeurs qui sont celles de la franc-maçonnerie. Pour faire un parallèle rapide, les valeurs de la franc-maçonnerie sont les valeurs de la République. La devise des francs-maçons, c'est liberté, égalité, fraternité. Et laïcité. La laïcité étant une des valeurs qui sous-tend, qui est pour nous le ciment républicain. Donc vous vous réunissez, vous réfléchissez sur des thèmes, c'est ça? Donc effectivement, quand on est franc-maçon, on se rencontre généralement 2 fois par mois et on débat des thèmes de société comme des thèmes philosophiques ou historiques ou enfin sociétaux. En tout cas, sur tous les problèmes, toutes les questions que quiconque peut se poser. L'intérêt, c'est que chacun il vient avec ses propres réflexions et ensemble on va essayer de progresser, de s'écouter, de manière à ce que... Enfin, le travail de franc-maçon, c'est de travailler l'écoute, la vraie écoute de l'autre. Non pas écouter en disant j'ai dans ma petite tête mon petit moulin à penser et puis je vais lui prouver que j'ai raison. Non, on écoute vraiment l'autre. Et c'est grâce à ces croisements de débats, de discussions entre nous, qu'après chacun retourne chez soi, auprès de sa famille, dans son travail, dans ses associations, dans ses groupements politiques ou syndicaux, et à ce moment-là, essaye de faire la même chose avec les autres. Et pourquoi ce mystère finalement pour la franc-maçonnerie? Il n'y a rien de bien mystérieux à vous écouter, c'est une société qui réfléchit. Tout à fait. Pourquoi toute cette ambiance mystérieuse? Alors, le mystère, il se crée autour de nous. Nous n'avons pas de secret. Nous sommes discrets, ça c'est une certitude, mais l'histoire nous a appris à être discrets. Avant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un petit peu moins de discrétion dans la franc-maçonnerie qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est une leçon de l'histoire. La deuxième chose, c'est que si vous souhaitez vous renseigner sur la franc-maçonnerie, je vous invite à fréquenter une bibliothèque, un libraire, vous allez trouver plein de choses. Je vous invite même, comme vous l'avez peut-être fait, à aller sur les sites de nos 2 obédiences, taper franc-maçonnerie dans un moteur de recherche, vous allez trouver plein de choses. Rien n'est caché de ce point de vue-là. Ma question c'est, qui sont les francs-maçons? Est-ce qu'il faut des convictions religieuses, politiques pour intégrer les francs-maçons? Il faut en tout cas ne pas être embrigadé dans un mouvement qui soit dogmatique. Ça c'est certain. C'est-à-dire qu'il y a en franc-maçonnerie des personnes qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas. Il y a donc des croyants, des non-croyants, des agnostiques. En tout cas, on ne fait jamais cas de nos convictions religieuses s'il y en a ou non religieuses. Par contre, on va pouvoir parler en fonction de ce que l'on est et nos aspirations, notre façon de penser, notre éducation, notre culture. Et en tout cas, il n'y a pas de débat en maçonnerie qui soit, comment je dois dire, porté par une religion ou un parti ou voilà. L'important, c'est le débat des idées.
Jamais on ne s'attaquera à une personne, on va simplement débattre des idées qu'elle émet. Et c'est de cet échange qu'on va pouvoir... Vous savez, la maçonnerie, c'est très simple. Vous connaissez les symboles maçonniques, par exemple. Vous savez très bien qu'il y a une équerre et un compas. Vous les voyez partout. Eh bien, ça permet à quiconque qui n'a pas fait d'études de pouvoir comprendre des choses fondamentales. L'équerre, c'est quoi? C'est la raison. C'est la réflexion. D'être d'équerre, c'est être au carré avec soi-même, dans la réflexion. Le compas, c'est quoi? C'est l'ouverture. Alors, vous avez peut-être une petite ouverture. Eh bien, nous, notre boulot en franc-maçonnerie, c'est d'essayer d'ouvrir peu à peu les branches du compas. Nous ouvrir de plus en plus aux autres, aux idées, et nous-mêmes, par rapport à nos, à nos préjugés, les remettre en question. C'est une vraie école de doute. On travaille beaucoup sur le doute. Ouais. Du coup, n'importe qui peut être franc-maçon. N'importe qui peut être franc-maçon, à l'exclusion d'un fait dogmatique. Voilà, l'appartenance à certains partis extrémistes est un frein. Il y a un chiffre aujourd'hui qu'on peut donner du nombre de francs-maçons en Sarthe, par exemple? En Sarthe, je ne sais pas. Nous, en droit humain, on doit être à peu près sur la France, parce que le droit humain est une obédience internationale. D'accord. On est une obédience mixte et internationale. Et au niveau de la France, on doit être à peu près 18 000. Alors, dans la Sarthe, après, je ne sais pas... Dans la Sarthe, j'ai pas de chiffre exact. On a un peu plus de 50 000 au niveau national au Grand Orient de France. Oui. Le Grand Orient de France a des loges, ce sont les noms de nos associations, des loges sur toute la France, mais également à l'étranger. Il y a une loge du Grand Orient de France à New York, à Washington, dans plusieurs pays étrangers. Il y en a même en Russie. C'est même difficile pour eux. Alors vous l'avez dit, un de vos buts, c'est de préserver les valeurs de la République. Donc vous l'avez dit, votre devise, c'est liberté, égalité, fraternité. Est-ce que vous avez un pouvoir, du coup, un peu décisionnaire? Vous avez du poids dans les débats publics? Non, stricto sensu et directement, non. On a le poids d'une association. Voilà, alors effectivement, si on a une petite influence, c'est laquelle? C'est-à-dire que tous les ans, que ce soit au Grand Orient que droit humain, tous les ans, nous travaillons sur des thèmes, sur des thématiques sociétales. Ça veut dire qu'on est des vrais laboratoires où, dans ta loge comme dans la mienne, on va réfléchir sur le communautarisme, sur le service public, sur les migrants actuellement, etc. Toutes nos petites idées, on va les mettre ensemble et on va faire une synthèse. Cette synthèse va se faire au niveau régional, qui après va se faire au niveau national. Ça veut dire que par rapport à vraiment... c'est plus qu'un échantillon, si vous voulez, c'est plus qu'une enquête. Donc émergent à ce moment-là des idées de fond. Ces idées-là vont créer des synthèses chez vous, au Grand Orient, comme chez nous, des synthèses. Et ces synthèses-là vont être distribuées à tous ceux qui le souhaitent. Tous les genres de réflexion, ça peut être aussi bien les sénateurs, les politiques, les associations, etc., pour ceux qui en veulent. Et effectivement, certains aiment bien, parce qu'ils ont vraiment là de quoi faire. C'est comme ça que la loi sur l'avortement les francs-maçons ont été vraiment a fait émerger. Ça ne veut pas dire que la société n'y avait pas... C'était le courant de la société, mais ça a été à faire réfléchir les politiques. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire ce sont des laboratoires d'idées. Des laboratoires d'idées, aussi bien chez eux. Et en termes de politique, justement, Emmanuel Macron, il y a peu de temps, à la conférence des évêques de France, qui dit vouloir réparer le lien abîmé entre l'Église et l'État. Ça vous inspire quoi? Là, on a eu nos réactions au niveau national, c'est-à-dire que les grands maîtres qui seront là, par exemple, lundi soir, avec on appelle ça le Conseil de l'Ordre, chez toi aussi, et les Conseils de l'Ordre ont rédigé des communiqués de presse qui ont été adressés au Président de la République et qui sont publics parce que publiés sur nos sites. Et qui disent que le Président Macron est allé à l'encontre des dispositions de la loi de 1905 de la séparation des églises et de l'État. Voilà. Alors on a un exemple en local aussi, puisque nous avions la pièce de Romeo Castellucci intitulée « Sur le concept du visage du Fils de Dieu » qui s'est vu amputé d'une scène par la préfecture. Ça aussi, ça fait partie, j'imagine, d'un combat que vous pourriez mener? Absolument, c'est tout à fait sur ce genre de choses qu'on réagit, parce que ce soit la liberté de création, la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté de penser doit être vraiment notre socle républicain.
Et à ce titre-là, toute censure voulue par les groupements extrémistes ou intégristes religieux sont à combattre réellement. Mais là, je crois que c'est important. Mais là, interviennent, donc à ce moment-là, nos grands maîtres interviennent publiquement par rapport à ce... Et après, nous, c'est en tant qu'individus que l'on... Moi, je ne vais jamais m'afficher en tant que, comme toi non plus, dans nos métiers, dans nos associations, en tant que franc-maçon. Moi, on est, je veux dire, fait par notre éducation, par nos réflexions, par nos pensées philosophiques. Et donc, on est une personne et on va intervenir en tant que tel. Et c'est vrai que, oui, j'interviendrai effectivement contre ce type de réaction. Mais on se rappelle, déjà, ça fait longtemps, depuis le cinéma Saint-Michel, vous vous rappelez, en 1988, déjà, il y avait eu ce genre de réaction. Je crois qu'il faut vraiment être vigilant à ce niveau-là. Vraiment. Vous organisez une conférence lundi soir à 18h sur le thème de la cité au temple, du temple à la cité. C'est à 20h, oui. De quoi va-t-on parler en quelques mots dans cette conférence? L'idée des deux grands maîtres qui viennent présenter ce qui peut être travaillé en loge, c'est une idée d'exposition de ce que font les francs-maçons. C'est un petit peu une démystification de ce qui pourrait se faire, de qui pourrait se dire, pardon. Et l'idée générale, c'est que cette conférence est en public. On est aussi là pour présenter vraiment le travail qui est fait dans nos associations. On se réunit dans des temples. Donc c'est comment est-ce qu'on réfléchit dans nos temples pour essaimer nos idées, pour porter les valeurs dans la cité, et comment est-ce que la cité vient aussi s'inscrire dans notre travail philosophique, sociétal, dans nos temples. L'occasion de mieux connaître les francs-maçons. C'est un petit peu ce que vous faites d'habitude finalement, mais là ouvert au grand public. Tout à fait, avec deux orateurs. Oui, deux orateurs, vraiment c'est inédit, c'est la première fois qu'ils viennent. C'est la première fois que les deux grands maîtres se réunissent dans le même lieu pour le même temps. C'est lundi 16 avril, beaucoup. Palais des Congrès à 20h. Merci beaucoup d'être venu, et c'est la fin de ce Face à la Rédac. Merci.